Il y a plein de choses qui seraient à dire ce matin. C'est assez compliqué parce que le niveau d'énergie est très très bas. Donc je ne vais pas forcément être très audible, ni même être capable de parler fort. Ce sera comme ce sera, tant pis, voilà. On va faire avec. Il y a des nécessités dans cette période, je ne sais pas si c'est très étendu pour beaucoup. Pour certains, en tout cas, il y a des nécessités à observer le magnétisme des liens karmiques. On ne peut pas couper les liens karmiques comme ça, c'est pas possible. Les liens karmiques sont issus de programmations, de structures égrégoriennes qui sont très complexes et très fortes. Donc on n'a que le choix de, quelque part, un certain temps, le temps, de supporter ces programmations, de les vivre, de les endurer, de les traverser. Et il n'y a vraiment que la saturation, c'est-à-dire quand on est vraiment arrivé au bout de la traversée de ces programmations. Je ne sais pas si c'est un cursus de formation, éventuellement c'est tout à fait envisageable au niveau des structures de l'âme, de la mémoire et tout ça. Il y a certainement quelque chose de ce genre-là. Après, si c'est ça ou si c'est autre chose, peu importe, en tout cas on sait ce qu'on a à vivre, c'est quand même très difficile à traverser tout ce qu'on a à supporter. Et donc, on peut, oui, utiliser la colère psychologique, ensuite la colère de l'esprit, tout ça. Mais il n'y a vraiment que la saturation, c'est-à-dire arriver au bout de ce qu'il y a à vivre et qui est programmé, pour ensuite prendre le contrôle de la programmation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le contrôle de la programmation tant que la volonté réelle n'a pas fait surface, et la volonté réelle ne peut pas faire surface tant que cette formation, si on peut dire, n'a pas été à son achèvement, quoi. On appelle ça l'apocalypse. Pas l'apocalypse dans le sens la fin de tout et tout ça, c'est l'apocalypse dans le sens d'une révélation intérieure. C'est-à-dire que récemment, il y a à peu près presque un an, j'ai compris que certains éléments de l'Apocalypse, je les vivais comme boire la coupe de la colère de Dieu. J'ai réalisé qu'en fait, vers janvier, je vivais ça. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et du coup, j'ai regardé un petit peu plus, pas trop, mais un petit peu plus précisément les éléments de l'Apocalypse. Et je me suis dit, en fait, c'est très très psychologique tout ça. Il y a un niveau collectif, bien sûr, mais il y a un niveau individuel de lecture de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse. Et la lecture individuelle est très psychologique, bien entendu, et ensuite elle devient psychique, et ensuite elle devient supramentale. Mais ça, c'est un travail que j'ai pas encore vraiment fait. J'ai pu le comprendre comme ça parce que c'est vraiment ce que j'ai pu constater intérieurement. Bon, voilà. Donc l'Apocalypse, c'est une révélation, et la révélation, en fait, c'est de découvrir qu'au bout des épreuves, des défis et des saturations dans l'épreuve et les défis, on arrive à pouvoir dire non à des choses, et ça s'appelle la volonté réelle. Et à partir de cette émergence de la volonté réelle, on est en capacité d'agir sur la programmation, qui continue au niveau collectif. Elle nous est toujours proposée au niveau collectif, mais au niveau individuel, cette programmation, elle est toujours proposée, mais quand la volonté réelle est là, on a le choix du coup de faire ce qu'il y a dans le chapitre 23 de l'Apocalypse, c'est-à-dire d'écrire et de faire des choses nouvelles. Que toute chose soit nouvelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de programmation. Et à ce moment-là, c'est comme le dit ce chapitre 23, il me semble que c'est ça le dernier livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre, c'est l'attente de Dieu est avec les humains, c'est-à-dire avec les humains qui ont acquis cette volonté réelle.
par saturation des défis, et qui peuvent faire un avec cette volonté. La volonté réelle étant celle du principe primordial, quoi, enfin, qui s'incarne et qui peut agir de manière autonome. Et l'humain faisant un avec ça, l'ego faisant un avec ça, il peut entendre cette volonté et l'appliquer hors programmation. C'est quelque chose qui est assez difficile à acquérir, parce qu'il faut traverser ces épreuves et ces défis et les comprendre au niveau psychologique et ensuite au niveau psychique. Et après, on passe au supramental. Comprendre tout ça, c'est compliqué parce que ça demande d'accepter l'initiation solaire comme une formation et d'accepter cette forme de souffrance qui n'est pas de l'autoflagellation, ni de la punition, ni de la culpabilité, mais de la conscience de transmutation et d'élévation des taux vibratoires des corps subtils. Voilà. Donc quand on rentre dans cette conscience, on passe dans une autre forme de souffrance qui est la souffrance vibratoire. Et c'est plus une souffrance psychologique, même s'il reste des bribes évidemment de souffrance psychologique, parce qu'il y a toujours de la mémoire à transmuter. Donc il ne faut pas croire qu'on a passé un cap et puis qu'après c'est fini, qu'on n'a plus à travailler sur la mémoire, c'est faux. On a encore beaucoup de choses à transmuter et à vivre avec. Donc on est vraiment dans la translation, dans les mémoires de l'âme et ensuite dans la créativité nouvelle de l'esprit. On oscille entre les deux, il faut accepter cette translation qui est très très inconfortable. Mais après, quand on a commencé à accueillir cette volonté réelle, il y a vraiment quelque chose qui est confortable, c'est d'être à l'aise avec le vide que ça représente. Parce que c'est un lâcher des mémoires, c'est un lâcher des sécurités, des conditionnements du passé, des croyances du passé, des buts du passé, des illusions, enfin des fantasmes, des utopies, des désirs de réalisation, de valorisation et d'actualisation du moi, du petit moi psychologique. Et tout ça, ça demande effectivement de ce qu'on appelait le renoncement au moi, ce que Jésus appelait le renoncement au moi. Et ça, c'est vraiment au niveau psychologique. Alors, beaucoup de psychologues pourraient travailler là-dessus, parce que c'est vraiment du travail psychologique. Après, tous ceux qui sont dans la science supramentale peuvent vraiment travailler sur les aspects psychiques, qui sont de l'ordre de la métaphysique. Et donc, après aussi, les neuroscientifiques, les astrophysiciens vont travailler sur les aspects atomiques de cette transformation de l'humain. Ensuite, les événements actuels sont tout à fait représentatifs au niveau collectif et individuel de ces choix devant lesquels on est aujourd'hui. On parlait de trois humanités, une personne avait développé sur trois humanités, mais bon, c'était une approche assez ésotérique. On peut se baser là-dessus pour avoir une approche un peu plus systémique, un peu plus scientifique. Et observer ces trois humanités qui peuvent se développer par rapport à ce qui nous est proposé aujourd'hui comme jeu du système monde. Alors, trois humanités, on a déjà deux humanités en quelque sorte. Les dominants, les dominés, les élites et les masses. Voilà. Donc les élites nous proposent de vivre dans la peur d'un virus tout à fait commun à tous les virus qui peuvent exister et qui existeront jusqu'à la fin des temps. Donc proposition de vivre dans la peur de ça et du coup de vivre dans une autarcie, une distanciation, une disparition de la parole et du contact, un isolement des individus, quoi, en fait, voilà, qui est organisé de manière légale. Et puis la proposition d'une solution, hein, comme dans un des épisodes de Mission Impossible, où il y avait le Bellérophon. Je ne sais pas si quelqu'un pourra trouver l'épisode en question, où le virus est fabriqué et menace toute la planète et que l'antidote est proposé forcément à la suite. Ouais, le Bellérophon. C'était un épisode intéressant de Mission Impossible. Je ne suis pas grande fan de la série, mais celui-ci, j'ai vraiment bien apprécié.
Le Bellérophon, d'ailleurs, c'est peut-être bien une figure mythologique, ça se pourrait bien, c'est peut-être bien un animal mythologique des mythes grecs. Ça serait à explorer, je douterais pas de ça finalement. Euh, euh, donc on nous propose ça, une solution pour... et puis on propose aussi cette idée de grand reset, parce que l'économie se cassant la gueule, il vaut mieux contrôler la chute que de la laisser faire toute seule. Pourquoi pas? De toute façon, oui, c'est un contrôle des masses aussi, un contrôle des peurs primales de l'individu face à l'insécurité matérielle, à la menace des guerres civiles et tout ça. Enfin bon, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas contrôler la chute en contrôlant les masses, en faisant des systèmes comme Equilibrium, comme dans Le Passeur, ou comme dans V pour Vendetta, ou, enfin tous ces films, 1984, Fahrenheit 451, enfin tous ces systèmes de contrôle de l'émotionnel des masses, de manière à ce qu'il n'y ait pas de débordement, pas de chaos. Ordo Ab Chaos, c'est le programme pour 2021 depuis longtemps chez les élites. Donc, ouais, pourquoi pas, voilà. Et puis cette solution de nul ne pourra faire du commerce s'il n'a la marque de la bête, dit l'Apocalypse. Donc on ne pourra rien faire si on n'a pas le vaccin. Ben, c'est un peu pareil, donc on est là-dedans. Soit vous avez le vaccin et vous pouvez faire tout ce que vous voulez, soit vous n'avez pas le vaccin, soit vous avez peut-être le risque d'être mis dans des camps de concentration parce que vous êtes positif. C'est sympathique, bon, comme éventualité, je ne sais pas si c'est une réalité qui se concrétisera, mais en tout cas, c'est évoqué. Un vaccin obligatoire, c'est évoqué aussi par un personnage qui considère que les élites peuvent décider du sort des inutiles. Bon, un personnage, bon, de toute façon, qui est représentatif d'une caste de la société. De toute manière, ils pensent tous la même chose. Il suffit qu'il y en ait un qui le dise et on sait que tous les autres pensent la même chose parce qu'ils agissent d'un commun accord et avec un esprit commun. Donc peu importe. Oui, voilà, donc ces deux humanités, alors les élites, on peut imaginer qu'elles prendront pas le vaccin parce qu'elles sont pas stupides non plus, voilà, elles savent très bien ce que c'est que ce vaccin. Les masses prendront le vaccin, sinon elles pourront pas fonctionner, elles pourront pas continuer à vivre leur petite vie d'avant, dans leurs pantoufles, devant leur télévision et leur bière. Donc oui, il faudra bien prendre le vaccin pour continuer à fonctionner en société. Si c'est ça qui s'impose finalement par les gouvernements. Bon. De toute façon, les vaccins, ça fait un moment qu'on nous les a pourris, alors que c'était des choses magnifiques. Qu'on y a mis ce que j'appelle le plomb, pour nous coller bien à la terre et pour maintenir la gravité. On y a mis du mercure et toutes sortes d'adjuvants, des métaux lourds à dose homéopathique, de manière à bien nous coller au sol et à bien nous plomber, à bien nous rendre malades et toutes sortes de choses. Enfin bref, alors que les vaccins, voilà, c'est merveilleux. Moi je sais que j'ai souhaité me faire vacciner contre le tétanos, d'été polio, tout le truc, voilà, pour renouveler ça. Et j'ai découvert ce qu'il y avait dedans, qu'il n'y avait pas avant. Bon, je me suis vaccinée. Bon, écoutez, on va transmuter tout ça, c'est pas grave. De toute façon, on a parlé de ça avec mon fils. Donc oui, donc cette troisième humanité, c'est ce dont me parlait mon fils. Et on est là pour survivre et pour fonctionner. Donc si on nous impose quelque chose, autant danser avec nos chaînes. S'il n'y a pas le choix que de prendre le vaccin pour fonctionner, ou aller vivre dans les bois et peut-être être débusqué et de toute façon parqué dans des zones où les non-obéissants seront maintenus sous contrôle, comme le reste de la population. Il y aura deux populations sous contrôle. Bon, ce sera des masses de toute façon. Les non-soumis et les soumis. Pourquoi pas une troisième solution? Et c'est mon fils, on discutait de ça, parce que je leur disais, bon, de toute façon, c'est vous qui déciderez si vous voulez prendre ce vaccin ou pas. Parce que le prendre, ça comporte des risques de modification génétique. Donc, qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas.
Et ne pas le prendre, ça veut dire qu'on se met hors société, qu'on ne peut plus fonctionner, que du coup, notre venue sur Terre perd tout son sens, quoi. On est quand même là pour fonctionner tous les uns avec les autres. Donc, il me dit, écoute, de toute façon, moi je suis pas vieux, mais ce que j'ai pu apprendre, c'est que on est là pour survivre. Et notre corps, c'est juste un véhicule. Et qu'on est plus que le corps, qu'on est plus que le véhicule. Donc peu importe ce qu'il y a dans le corps, peu importe ce qu'il y a dans le véhicule, peu importe de quoi il est composé, peu importe comment il se transforme, c'est celui qui est au volant qui est important. Et là, ça m'a bien éclairé de l'entendre parler comme ça. Alors certains disent que ces vaccins seraient susceptibles de tuer l'âme, etc. Bon, c'est totalement faux. L'ADN est je disais tout à l'heure, un espèce de vomi de l'atome. Évidemment, c'est caricatural comme à mon habitude. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'ADN ne peut pas influencer l'atome. Par contre, l'atome peut influencer l'ADN. Mais l'ADN et toute modification qu'on fait sur l'ADN ne peut pas influencer l'atome. Or, l'âme est dans l'atome, donc il n'y a aucun risque pour l'âme. Par contre, il y a un risque effectivement de plomber les communications qu'on peut avoir entre l'ADN, les neurones, les molécules, les cellules et tout ça, et l'atome. C'est-à-dire que tout adjuvant métallique peut être comme du plomb qui fait barrage entre la matière et l'atome. Donc oui, ça peut être embêtant parce qu'on peut perdre le contact avec l'âme, avec notre propre âme, c'est-à-dire avec notre conducteur, le conducteur du véhicule, et du coup devenir juste une interface égoïque qui fonctionne de manière corporelle, donc toujours animale et animique. Donc on peut rester coincé dans l'animique et louper le train de l'évolution, ça c'est clair. C'est à ce niveau-là qu'on peut tuer l'âme. Mais sinon l'âme ne sera jamais tuée puisqu'elle est atomique, il n'y a pas de danger. L'atome est hors d'atteinte des modifications génétiques. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce qu'on peut avoir une préparation de type épigénétique avant de prendre le vaccin? Je pense que ça peut être pas mal pour ceux qui vont prendre la décision de prendre le vaccin, sachant que c'est une modification éventuelle de leur code génétique. Se préparer peut être très important et rentrer dans une conscience de la programmation et dans une conscience du contrôle de la programmation. Parce que dans l'ADN c'est de la programmation, hein, pure et dure, hein, c'est vraiment du code. Donc il faut arriver à se dire qu'on peut être maître du code. Et ça s'appelle l'épigénétique. Donc intéressez-vous à l'épigénétique si vous voulez entrer en contrôle des modifications de votre ADN avant vaccin et après vaccin. Voilà. Si c'est votre choix, pensez à ça. Maintenant, si votre choix est de ne pas prendre le vaccin, c'est sûr qu'il peut y avoir des conséquences. Après, c'est peut-être pas les conséquences catastrophiques qui sont envisagées par les pires constructeurs de scénarios ou les constructeurs des pires scénarios possibles. Grosse fatigue. Donc, oui, on peut considérer que il n'y a pas de mauvais choix. Prendre ou ne pas prendre le vaccin, il n'y a pas de mauvais choix. Il faut juste peser les conséquences, il faut peser aussi sa capacité à transmuter. Si on n'a pas la capacité à transmuter, il vaut mieux pas le prendre, le vaccin, ça c'est sûr. Mais après, est-ce qu'on est capable d'assumer les conséquences que ça va avoir au niveau social pour chaque individu, enfin pour chacun de soi? C'est ça aussi qui a pesé. Bon, après, voilà, pas de catastrophisme. Il faut, comme beaucoup disent, essayer de retrouver sa centricité. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est... alors évidemment, on peut pas regarder la télé. Essayez aussi de limiter tous les médias mainstream qui sont dans la rébellion, etc. Dans un certain catastrophisme aussi. Il vaut mieux éviter un petit peu tout ça sans pour autant ne rien regarder du tout, hein, c'est pas la question. Il faut essayer de doser ça, de ne pas trop en prendre pour rester équilibré. Il faut s'informer, il faut savoir ce qui se passe.
faut savoir les risques, il faut pouvoir évaluer tout en ayant le plus de renseignements possible, mais essayer de rester en retrait, en observateur, pas en acteur, pas en... Voilà. Il faut s'informer, mais il ne faut pas se déformer, quoi. Et c'est important. Alors, pas se déformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas que ça ait prise sur notre émotionnel et que ça nous affecte au point de monter en agitation gravitationnelle, de gravité psychologique et atomique. La gravité, c'est ça le plomb, c'est ça la masse, c'est ça qui provoque la masse, c'est tous les bosons de Higgs qui sont affectés par des émissions matérielles, physiologiques, d'agitation, vont créer de la masse atomique. C'est-à-dire que l'information va dans les deux sens. C'est-à-dire que les bosons de Higgs, ils créent la masse, mais l'individu aussi, par ses pensées, crée le boson de Higgs et la masse qui crée le boson de Higgs. Edgar Morin dit, nous créons la pensée qui nous crée. Il faut vraiment comprendre ça, c'est essentiel. Nous créons la pensée qui nous crée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Le temps n'existant pas, tout se passant en même temps, quand nous avons de l'agitation, nous envoyons cette agitation à la programmation atomique, et la programmation atomique nous crée de la masse, donc nous crée de la lourdeur. Et tout ça se passe en même temps et s'actualise en même temps. Si certains d'entre vous font de la programmation Excel, moi je peux comprendre ces choses-là parce que j'en fais, de la programmation Excel. Quand on fait de la programmation Excel, on a ce qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques, c'est-à-dire que vous avez des lignes de code dans chacun des tableaux qui sont dans des onglets différents, donc dans des espaces-temps différents. Et comme ils sont liés de manière intriquée, en Excel, ça fonctionne par intrication aussi, tout comme dans l'atome, tout comme dans les atomes. Et quand vous faites une action sur une ligne de code d'un onglet, automatiquement il est relié aux autres onglets et il y a une actualisation instantanée des autres onglets. Voilà, ça s'appelle le croisé dynamique. Et le système atomique fonctionne comme ça aussi. Donc quand vous avez une pensée, quand vous avez des pensées d'agitation, elles sont instantanément transmises au subatome et même au-delà dans la programmation de ce qui va se créer en actualisation dans la matière. Ça s'appelle le système égrégorien aussi, c'est un système de tableau croisé dynamique, c'est-à-dire de dynamisme, d'actualisation des systèmes d'espace-temps multidimensionnels. Et donc il y a un seul temps, parce que le temps n'existant pas, il crée des lignes de temps, des fractales, voilà, ça s'appelle un système fractal holographique. Et donc à chaque fois qu'un individu est agité, au niveau émotionnel, il crée une programmation qui fait un effet boomerang dans la matière. C'est-à-dire qu'il va envoyer une information dans les systèmes atomiques, et les systèmes atomiques vont renvoyer du code dans la matière pour alourdir encore plus la matière. Donc je vous garantis que plus les individus s'agitent, et en ce moment c'est le cas, plus il y a de la lourdeur qui se crée par effet boomerang au niveau nucléaire aussi. Donc toute agitation psychologique crée une agitation gravitationnelle, donc crée de la lourdeur, crée de la gravité, et donc fait qu'on est encore plus lourd sur la Terre. Et que le centre de la Terre nous aspire encore par électromagnétisme. C'est le même principe que l'électromagnétisme des liens karmiques. Ça marche pareil. Et donc, quand on est électromagnétisé par les liens karmiques comme par le centre de la Terre, par l'agitation gravitationnelle des particules et des pensées psychologiques, on est bien loin de la supraconduction. La supraconduction, c'est l'allègement de la gravitation, c'est l'allègement de l'agitation gravitationnelle psychologique et des particules qui permet le changement d'espace-temps. Toute supraconduction menée à son apocalypse, à sa révélation, amène un corps à changer d'espace-temps de manière physiologique. C'est ce vers quoi on va lorsque on a compris le principe de l'évolution et des sauts quantiques. Et un être humain qui est capable de maîtriser son émotionnel s'en va vers la supraconduction. Voilà. Donc s'en va vers la conscience supramentale.
et sera capable, rien que par la volonté réelle, de ce chapitre 23 de l'Apocalypse, toute chose nouvelle, grâce à la présence de Dieu dans l'humain, Dieu entre guillemets évidemment, Dieu n'étant pas une personne, mais une énergie corporalisée de manière prépersonnelle, donc impersonnelle. Ça étant dans l'être humain, et l'être humain étant parfaitement conscient de cette force, la force de Star Wars, hein, vous écoutez Star Wars, vous allez voir aussi le mystère de la force enfin résolu de Gotabor, de la chaîne Gotabor sur YouTube. Vous avez tous les éléments de l'écosystème, de la biomasse, et de comment un être humain rentre en contact avec la force. Tout est là. Enfin bon, voilà, vous avez tous les éléments. Ils seront répétés, j'espère que d'autres gens racontent les mêmes choses que moi, et j'espère que tout sera relayé dans les générations futures, et qu'on comprendra vraiment ce que c'est que la supraconduction, qu'on comprendra vraiment ce que c'est que l'agitation psychologique qui influe l'agitation gravitationnelle, et qui empêche la supraconduction, donc qui empêche l'évolution des corps humains. Ce voile, ces voiles, comme on les appelait en ésotérisme et en métaphysique, les voiles de l'ombre, mais l'ombre c'est de la lumière, hein, donc voilà, il suffit de regarder l'ombre, quelle qu'elle soit, au niveau mémoriel, au niveau nucléaire. Tout est fait de la même substance originelle et primordiale. On me posait la question, mais de quel atome faut-il regarder? L'atome de l'eau, l'atome de je ne sais quoi, enfin bon, ouais. C'est pas, non, c'est pas les atomes secondaires qu'il faut regarder. Il n'y a qu'un seul atome au départ, voilà. Et cet atome, c'est fractionné, et en diffraction, en différenciation, c'est ensuite transformé en d'autres sous-substances atomiques. En fait, il n'y a qu'un seul atome. Quand on parle des atomes, quand je dis l'atome, je parle de tous les atomes, parce que tous les atomes, c'est comme une cellule souche et des cellules filles. Une cellule mère, une cellule fille, en fait, c'est la même chose. Donc vous regardez un atome d'oxygène, il est le même que l'atome primordial. Peu importe, vous pouvez regarder un atome d'hélium, il est le même que l'atome primordial. Il a juste un petit déguisement, un petit masque en plus. C'est tout. Et nous, c'est pareil, en tant que totalité, en tant que globalité matérialisée, on est la même chose que la substance primordiale. On est la même chose que ce que nous appelions Dieu. On est la même chose. Et je disais à des amis il n'y a pas très longtemps, je suis même plus identifiée à l'âme. Je suis identifiée à la substance primordiale, et qui est réincarnation ou par incarnation, aujourd'hui je m'en fous, je m'en bats le steak. Je sais qu'il n'y a que l'esprit qui s'incarne, et encore l'esprit n'est qu'un canal, n'est qu'un mouvement de l'énergie, donc il n'y a que l'énergie qui s'incarne. Il n'y a qu'un principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, il n'y a que ça. Et ce rien, c'est le vide. Ce rien qui se perd, ce rien qui ne se transforme, dans ce rien, il y a le tout, et toutes ces formes. Et en fait, toutes les formes ne sont qu'une fractale holographique, que des fractales holographiques, d'une seule et même substance prépersonnelle. L'invitation est de personnaliser cette substance sur Terre, et c'est ça le but du dernier chapitre de l'Apocalypse, de personnaliser cette substance sur Terre. Et c'est ça qui est contenu dans l'attente de Dieu est avec les humains, et il résidera avec eux, et ils seront ses peuples, et ils seront tout, enfin bon, tout sera, enfin Dieu et les peuples de la Terre seront un. Alors tout ça c'est symbolique, mais au niveau métaphysique, au niveau nucléaire, c'est la supraconduction. Voilà, il n'y a pas d'autre truc. On entre là-dedans, on entre dans la compréhension de ça. Des métaphysiciens vont développer la science qui est en rapport avec ça, et les générations futures comprendront pourquoi les Mayas n'ont pas laissé de corps suite à la disparition de leur civilisation. Et on en fera autant en tant que nouvelle humanité.